coup très content de partager devant vous les délices et les maléfices de la cuisine alsacienne, en sachant que je ne suis pas du tout spécialiste, je suis médecin, professeur de médecine interne, vous vous rendez compte, loin de tout ça, et un peu nutritionniste quand même. Si vous voulez peut-être lancer la première diapo. Ah, ça ne dépend pas de vous. Donc, la question qui se pose toujours, comment bien manger en Alsace ? Comment bien manger en Alsace ? Et j'ai intitulé cela « Entre atavisme et raison », parce que c'est vrai que tout le monde sait qu'en Alsace, on mange très bien, mais très mal, du même coup. Je vais juste... Donc, comme on vous l'a expliqué cet après-midi, je ne voudrais pas que vous ayez une indigestion d'Alsace, que je ne serais pas soigné, puisque je ne suis pas gastro-entérologue. Je vais quand même vous parler rapidement de l'espace alimentaire alsacien, qui est un espace à forte identité, de tout temps. Alors le tout temps, on ne sait pas très bien où ça remonte. Moi, je m'arrête au Moyen-Âge, mais c'est vrai, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, comme M. Bischoff vous l'a bien montré, l'espace alsacien, qui n'est pas forcément une région, est un espace en tout cas de passage. Et le fait de passer, ça apporte beaucoup de choses. Une région est locavore. Les habitants d'une région sont locavores. Ils mangent ce qui y pousse, mais aussi ce qu'on y apporte. Et il se trouve qu'en Alsace, on a apporté pas mal de choses. On a apporté des épices en abondance. Il fallait 40 épices différentes pour réussir une bonne choucroute au Moyen-Âge. On a apporté, avant le reste de la France, la pomme de terre. Et puis, on a aussi apporté les pâtes. Les pâtes que tout le monde connaît aujourd'hui, mais enfin qui ont franchi l'espace rhénan par l'Alsace. L'Alsace à table est totalement duel puisque nous sommes ballottés entre l'Est et l'Ouest, des frontières qui n'existaient pas vraiment à l'époque. Le Rhin n'était pas une frontière puisqu'il était souvent à sec, on le franchissait à gué. Et donc il y avait une grande porosité. La véritable frontière étant finalement à l'époque les Vosges. Et du coup, cette barrière entre les Vosges et le reste du monde faisait que nous étions totalement sous obédience germanique. Et l'arrivée et l'appel d'air apporté par les Français quand ils sont arrivés, les fonctionnaires, les militaires français en 1648 et puis en 1680, ont apporté des mœurs différentes et surtout ont imposé leurs exigences, ce qui fait que l'Alsace a bénéficié de cette mixité entre l'excellence et le raffinement français et cette rusticité germanique qui marque encore nos plats par un côté copieux qui étonne toujours les membres, les Parisiens bien sûr, les Parisiens on les étonne avec tout dès qu'il s'agit d'assiettes, mais aussi les touristes et puis les académiciens d'autres régions. Donc cette culture de table atavique a été aussi dénoncée très tôt, et on vous a cité tout à l'heure Sébastien Brandt, qui est effectivement un grand humaniste, un poète. Il a fait un ouvrage majeur qui s'appelle La Nef des Fous, où il dénonce le temps passé à table par ces Alsaciens qui n'ont qu'un ventre, ils ne pensent qu'à leur panse, ils ne pensent qu'à gonfler leur ventre, comme un simple tuyau, à vider les tonneaux, à croire que la vie a été donnée pour causer chaque jour plus de mal que le gel. C'est tout dire. Autrement dit, nos Alsaciens, il y a des temps immémoriaux déjà, se tenaient à table, fort bien, fort longtemps, et il y avait un certain bonheur à être Alsacien quand on était à table. Ce qui fait que la table est restée très sécurisante, très identitaire. Et on a beaucoup cité cette période sombre de l'annexion, puisqu'on a parlé de 1871, cette annexion, la seule façon finalement, au moins au début, qu'ont trouvé les Alsaciens à résister à cette... C'était pas des envahisseurs à l'époque, c'était pas tout à fait pareil, mais enfin, en tout cas, ces gens d'ailleurs qui sont installés en Alsace, d'autorité, la seule façon de résister, c'était de résister à table. C'est par exemple à Strasbourg, il y a eu des bonhommes d'étudiants qui défiaient les autorités allemandes avec des charcuteries, avec de la charcuterie. Il y a eu des restaurants qui étaient dévolus aux Alsaciens et on virait les malheureux Allemands qui venaient se pointer dans ces restaurants. C'est vous dire que la table alsacienne est un espace de résistance et c'est resté très longtemps. Vers la même période, il y avait un industriel du foie gras qui avait table ouverte, qui invitait tout ce que l'Alsace comportait d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes, et qui avait à cœur de faire des menus, entre guillemets, français. Tout était écrit en français, ce qui était une audace extraordinaire. Donc la table est un lieu de résistance, et je crois que c'est toujours encore un peu vrai. Manger et boire en Alsace, c'est une carte de visite. Et c'est vrai que les choix alimentaires dépendent de l'endroit où on se trouve. Avant la mondialisation, avant l'invasion des fast-foods et autres kebabs du même genre, c'est vrai que la disponibilité alimentaire dépend du climat, dépend de ce que la terre veut bien donner.
mais aussi les croyances. Les croyances, la religion a joué un rôle considérable en Alsace comme ailleurs, mais peut-être encore plus en Alsace, avec des interdits de tous bords. Bien sûr, il y a des interdits religieux très durs de la religion juive, par exemple, mais il y a aussi des interdits de la religion catholique qui considéraient, alors ce n'était pas les aliments qui étaient interdits, mais c'était la pratique des aliments, qui considéraient que de toute façon tous les aliments étaient bons puisqu'ils venaient du bon Dieu, mais qu'il fallait se priver. Et c'est ainsi qu'au Moyen-Âge, on avait quand même 180 jours de maigre ou de carême, pendant lesquels on n'avait pas le droit de manger de la viande, mais par contre on se disputait à longueur de temps pour savoir si on pouvait manger du beurre. Le beurre est-il un aliment compatible avec les jours maigres ou pas? Et puis il y a l'aspect politique, bien entendu. Et puis il y a l'aspect socio-culturel. Et enfin, il y a l'argument santé, dont je vous parlais un petit peu. Toujours est-il que manger est identitaire en Alsace comme ailleurs, mais peut-être encore un peu plus en Alsace. Alors en Alsace, il y a bien sûr des icônes alimentaires, ce qu'on appelle des mets d'excellence, que tout le monde connaît. Ça nous colle à la peau, ça nous agace un petit peu, nous autres Alsaciens, parce qu'on mérite mieux que cela. Mais c'est vrai, comment faire abstraction du foie gras qui est né à Strasbourg? Alors le foie gras, c'est une vieille histoire. Les Égyptiens déjà connaissaient le foie gras. Les Toulousains connaissaient le foie gras. Mais le foie gras alsacien, qui est la terrine de foie gras, eh bien ça, c'est une invention locale. Invention locale qui est assez troublante, puisque c'est un cuisinier lorrain, et vous savez qu'en Alsace, les Lorrains, mon Dieu... Enfin bref, c'est un cuisinier lorrain au service d'un maréchal de France, installé, qui était gouverneur militaire de Strasbourg, qui a inventé ce plat, qui a été récompensé par Louis XVI, non pas le cuisinier, mais bien sûr son patron. Et c'est ce plat, finalement, qui nous a été transmis et qu'on se dispute encore aujourd'hui entre les régions. Donc sachez que la terrine de foie gras, il faut bien dire la terrine de foie gras, est alsacienne. Inspirée par quoi? Bien inspirée par une recette juive d'Europe centrale. Donc vous voyez combien le métissage, le mélange des genres est présent dans la cuisine alsacienne. Enfin, en Alsace, si on l'a cité tout à l'heure, il y a une chose extraordinaire, c'est cette particularité qui consiste à produire de la bière et du vin et à boire de la bière et du vin. C'est la seule région française où c'est fait. Enfin, il y a bien sûr, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est le panier de la ménagère. Alors ce panier de la ménagère, il faut bien dire qu'il n'est pas glorieux. Ça, c'est une enquête qui a été faite par Internet, Nutrinet, une enquête qui date de 6 ans maintenant, et qui a classé simplement les différentes régions françaises. Alors, à l'époque, il y avait 21 régions françaises participantes. Il n'y avait pas la Corse ne voulait pas. 21 régions françaises participantes. Et vous avez ici, alors je ne sais pas si j'ai... En tout cas, vous avez ici le classement, le palmarès. Vous voyez, par exemple, qu'en termes de fruits, on n'est pas glorieux, on est en sous-consommation et on est 18e des régions françaises. C'est un classement atroce, mais enfin, il vaut ce qu'il vaut. Par contre, la charcuterie, tout en bas, on nous dit toujours qu'on ne mange que de la charcuterie, mais nous ne sommes que second. Nous ne sommes que second, avec quand même un dépassement de 26% par rapport à la moyenne française. Et vous savez qui sont les premiers? Les Auvergnats. Ouais, on est beaucoup surpris. Ma femme est auvergnate, enfin bref. Donc vous voyez, par exemple, que pour les fruits de mer, il ne vous étonnera pas de voir qu'on est en 20e position avec moins 40% par rapport à la moyenne nationale, mais ça, c'est lié à la géographie. C'est vous montrer que les Alsaciens ne sont pas forcément tout à fait vertueux en termes d'alimentation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que l'alimentation est un déterminant de santé très fort. Eh bien, il se trouve qu'en Alsace, on est quand même, non pas les champions, il y a toujours mieux que nous, mais enfin, on est bien placé dans le top 3 concernant les maladies cardiovasculaires, concernant les cancers liés à l'alimentation, concernant le diabète, l'obésité. Il y a des régions qui font mieux que nous. Le Nord, par exemple, fait mieux que nous. Mais ce n'est pas seulement pour des raisons d'alimentation, c'est aussi pour des raisons sociales et de niveau de revenus. Donc vous voyez qu'il y a là un paradoxe entre le bonheur alsacien de se tenir à table et puis malheureusement cette sanction santé avec des Alsaciens qui sont trop corpulents. Mais ceci est réversible. Et je voulais juste montrer cette plaque qui est une enquête personnelle alors, qui vous montre simplement qu'en fonction du niveau d'éducation, et c'est un message important, il faut apprendre à manger. En fonction du niveau d'éducation, eh bien, les choix alimentaires sont totalement différents. Et on aurait pu penser qu'en 2018, les choses allaient en s'arrangeant. Pas du tout. Elles vont plutôt en s'accentuant. La différence sociale à table est considérable. Regardez la charcuterie, par exemple. Quand on a une éducation primaire, 70 grammes par jour, en moyenne, en Alsace. Quand l'éducation est supérieure, alors
primaire, supérieure, on peut toujours discuter, eh bien, ça n'est plus que de 15 jours. Quand vous prenez les patates, 30 grammes contre 5 grammes. Par contre, les fruits et légumes, vous voyez, 60 grammes contre 80 grammes. Donc il y a là manifestement une réflexion à avoir sur ce qu'on peut apporter aux gens de façon à améliorer l'alimentation tout en restant fidèle à une certaine identité, tout en restant fidèle à un modèle alsacien, pourquoi pas, qui n'est pas aussi médiocre qu'il y paraît, à condition de bien choisir les aliments, parce qu'il a au moins l'avantage de proposer une grande variété, une grande diversité des aliments, de proposer un repas structuré, parce qu'en Alsace encore, on est fidèle à cette structure du repas. On s'assied à table, on mange, on prend son temps, ce qui est plutôt pas mal. Fidèle également à la place des féculents, et bien sûr au plaisir de manger, qui est un élément considérable et qui est un élément de santé. Bref, comme pour tout le monde, l'idéal en Alsace, ce serait qu'on garde les valeurs alsaciennes tout en réduisant ce qu'on appelle la densité énergétique et en améliorant la densité alimentaire. Et je termine sur cette image qui vous montre ce qu'était le foie gras, la terrine de foie gras du temps de Claus, qui vous montre également ce que l'Alsace peut produire aujourd'hui de meilleur, avec à droite les fameuses confitures de Christine Ferber, qui est toujours dans les bouchons, parce que je pense qu'elle est tombée dans le chaudron, moi, plutôt que le bouchon. Et puis au milieu, vous voyez qu'au début du siècle dernier, déjà, on dressait une carte gourmande de l'art culinaire en Alsace, avec les différentes spécialités, parce que ce que je vous ai proposé, c'est un raccourci évidemment absolument innommable, puisqu'en réalité, il y a des spécialités alimentaires en Alsace, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'un village à l'autre, qui sont extrêmement variées, qui sont plaisants à découvrir.